Salut, aujourd'hui nouvelle revue de programme. On connaît enfin les 11 candidats à l'élection présidentielle, donc se rajoute à la liste Philippe Poutou, Jean Lassalle et Cheminade. Donc quand j'aurai le temps, je ferai une petite revue de leurs programmes respectivement. Et aujourd'hui, on va parler du candidat Benoît Hamon et du Parti Socialiste. Donc avant, je vais faire quelques mots sur le candidat, donc Benoît Hamon. Personnellement, je le trouve plutôt sympathique et je vais même vous avouer quelque chose. J'ai été à la primaire de la gauche et j'ai voté pour lui. Non pas que je le vois comme futur président de la République, mais je voulais surtout donner une direction idéologique au Parti Socialiste, c'est-à-dire qu'il reste de gauche et éliminer les candidats sociaux libéraux comme Valls et Macron. Ce qui fut le cas, mais là il se prépare à une campagne difficile, tout simplement puisque les gens sont déçus du quinquennat de François Hollande. Alors, le candidat en lui-même, que vous dire, il est dans une situation difficile, hein. Donc c'est un peu comme si vous étiez en couple avec votre partenaire et votre partenaire vous dit je t'ai trompé, t'es cocu. Voilà, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Soit vous prenez sur vous, vous dites quand même on a vécu de belles choses ensemble, ça serait bête de ne pas continuer, puis vous continuez un bout de chemin, vous dites non, franchement j'ai été trompé, c'est pas possible, qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois tu vas pas encore me tromper? Et là vous dites bon bah nos chemins se séparent et je vais aller avec quelqu'un d'autre. Donc ça, ce constat-là et ce choix, c'est un peu en dehors du programme, à la limite. Quoi pourra proposer le Parti Socialiste, vous aurez toujours ce dilemme, c'est est-ce que je peux encore lui faire confiance? Et ça, je ne suis pas à votre place, donc c'est à vous de décider. Donc personnellement, j'ai fait mon choix, mais vous, vous serez là devant votre papier dans l'urne et dit est-ce que je peux encore leur faire confiance ou est-ce que je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte? Voilà. Donc ça c'était une petite aparté et il y a aussi dans cette élection une petite chose qui m'a chagriné, c'est que le parti des écologistes, Yannick Jadot, j'ai écouté son programme, je le trouvais quand même plutôt bon tribun, expliquant bien les choses, et à la limite je me disais mais pourquoi je voterais pas pour Yannick Jadot cette fois-ci, puisque j'avais déjà voté pour, en 2012 j'avais déjà voté pour les écologistes, je me dis bah pourquoi pas Jadot. Alors là, décision assez bizarre, il dit bah non, j'y vais pas. Bon, il y a des petits candidats qui vont. Philippe Poutou, il dit il y a Mélenchon, mais j'y vais quand même. Donc, bon, oui. Là, les écologistes, c'est une situation particulière, c'est qu'eux, ils sont tout le temps cocus. Et ils aiment ça. Et ils y revont, ils disent vas-y, continue, il n'y a pas de souci. Bon, c'est le problème un peu des écologistes en France, parce que vous voyez, en Autriche, aux Pays-Bas, eux, ils y vont, ils partent au combat tout seuls. Les sociaux-démocrates se cassent la gueule et c'est eux qui récupèrent les voix. Mais non, en France, eux, ils s'associent à ceux qui vont se casser la gueule. Bon, c'est comme ça. Faut pas chercher à comprendre, mais en tout cas, ça va être un peu compliqué pour les législatives, parce que si, alors ça c'est ma vision personnelle, mais si ils avaient mené un candidat au front pendant cette présidentielle, ça leur fait un temps de parole, et pour les législatives, derrière, ça leur fait un petit temps d'avance pour gagner des voix. Là, ils vont être un peu dans une situation où les électeurs vont se dire le candidat écolo, ouais, bon, c'est ceux qui sont alliés au PS, ou rien à foutre, je vais voter autre chose. Voilà. Donc, passons au programme. J'étais un peu long sur l'introduction. Alors, le programme de Benoît Hamon. Il vient de le livrer. Ça a été un peu compliqué pour lui parce que, à mon avis, depuis son élection pendant la primaire, il a dû négocier pas mal de choses, puisqu'il était à fond sur le revenu universel. Donc, revenu universel, pour lui, c'était revenu universel pour tous. C'est-à-dire que tout le monde, voilà, vous travaillez pas, tout le monde aura 750 € par mois. Donc là, ouais, t'as vu le budget que c'est, donc là, tous les cadres du parti, ils se sont mis derrière. Oh, ouais, Benoît, calme-toi, ça va pas, non, mais oh, toi, RSA, tu nous envoies ça, t'augmentes le RSA de 100 €, ça fera la blague, et puis on sera bien content. Bon. Il a dit, ouais, non, quand même, un peu entre les deux, mi-chef, mi-chou. Donc voilà. Donc son programme. Mon projet pour la France, faire battre le cœur de la France.
Donc je lis les propositions hein, comme c'est dans son PDF de campagne. Donc priorité au Made in France. Certes, 50% des marchés publics seront réservés aux petites et moyennes entreprises françaises. Les entreprises qui délocalisent devront rembourser les aides perçues. Alors ça, c'est une situation, donc j'ai été le cas dans mon entreprise, c'est-à-dire que il y a des entreprises qui disent bah, à la région, ah, vous nous donnez tant d'aide, on s'installe chez vous. Donc la région, ah, bah, elle est contente parce que effectivement, ça fait de l'emploi. Donc l'entreprise elle vient là, il récupère plein de thunes de la région, puis au bout d'un moment, on dit oh bah tiens, on va se délocaliser ailleurs, ça coûte moins cher. Et bah elle part avec l'argent, bien sûr. Et bah là, on dit bah non, bah, si on vous donne de l'argent, c'est pour vous rester en France, et voilà. Donc là, c'est bien. Alors, donc il est opposé au CETA et au TAFTA, on en avait déjà parlé, hein, donc qui est en train de se ratifier, donc il est contre, puisque la France n'a pas encore n'a pas encore ratifié le traité. Donc, il serait pour une banque publique d'investissement qui se porte garant, donc là où les banques privées c'est un peu frileuse à prêter aux entreprises, donc il y aurait une banque publique d'investissement. L'agriculture, il est pour défendre les accords avec la grande distribution, donc être un peu plus mordant peut-être par des lois pour que la grande distribution donne ait moins de marge et donne plus aux agriculteurs. Donc il veut une contrepartie réelle au CICE, c'est-à-dire que là, on a donné 20 milliards en crédit d'impôt aux entreprises, parce que Gattaz nous promettait 1 million d'emplois. Sauf que on n'a pas vu le résultat, donc lui il dit, bah, on veut bien vous faire un crédit d'impôt, mais il faut que derrière il y ait des embauches, quoi, parce que vous avez une preuve des embauches, sinon on ne file pas le crédit d'impôt. Voilà. Contribution sociale sur les robots, donc ça il en a parlé pas mal dans son programme, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que même si effectivement on a quand même une augmentation du travail de fait par le nombre d'employés, on est quand même arrivé à un stade qui stagne un peu, ce qui fait qu'on arrive dans des situations où par exemple pas une grande entreprise ou la grande distribution va dire bah tiens les caissières, on les supprime, on met des caisses automatiques, et puis c'est les clients qui feront bip bip à la place. Et ben ça, c'est totalement injuste. Donc, lui, il propose de faire une taxe sur les robots. Donc, que les entreprises payent, parce que, bah oui, ils payent plus d'employés, donc ils gagnent de l'argent. Et ben cette taxe-là, un travail, voilà, ça serait une sorte de fonds qui serait alloué à la formation. C'est-à-dire que cette taxe robot irait dans un fonds spécial qui alimenterait les aides à la formation pour les gens qui perdent leur emploi à cause des robots. Alors par contre, cette contribution sociale ne serait pas active au cas où l'entreprise augmente ses effectifs en utilisant des robots. Ce qui est logique, puisqu'on n'a pas de perte d'emploi, donc ça ne serait pas effectif. Voilà. Donc au niveau social, il veut augmenter un peu le SMIC et les minima sociaux. J'ai pas trouvé exactement combien. Le revenu universel d'existence. Donc là, c'est un gros point de son programme. Il partait de loin. Il partait de très loin. Il disait 750 € par personne chaque mois pour tout le monde. Voilà. Puis au final, ça arrive à petite augmentation des minima sociaux et dans certains cas, effectivement, par exemple pour un agriculteur, il donne un exemple, un agriculteur qui gagnerait 600 € par mois, grâce à ce revenu universel d'existence, aurait un salaire minimum de 1000 €. Ce qui est quand même mieux, c'est mieux que rien, mais on est loin du postulat de départ. Voilà. Alors, la suite, donc il veut remplacer la loi travail existence, la loi El Khomri, donc la réécrire, réformer le RSI, donc ça c'est le régime social des indépendants, qui n'ont pas tout à fait le même régime, qui a été beaucoup décrié, et ce qui serait bien, c'est que effectivement ce régime social des indépendants, ils aient un peu les mêmes droits que tous les salariés. Donc on passe à l'écologie, hein, puisque je le disais dans l'introduction, il a fait une sorte de pacte avec les écologistes, donc il y a quand même pas mal de choses écologistes au niveau de son programme. Donc une TVA réduite sur les produits bio, suppression des perturbateurs endocriniens et de certains pesticides,
au niveau énergétique, lui, il voit 50%, 50% des énergies renouvelables dans le mix énergétique à l'horizon 2025. 2025, c'est dans 8 ans. On part de bas là, il faut aller vite, très vite, beaucoup d'investissements et beaucoup de volonté politique, donc c'est très bien. On va voir ce que ça donne, s'il est élu bien sûr. Et avec des objectifs qui seraient conformes à la COP 21. Et en plus de ça, effectivement, commencer à fermer les réacteurs nucléaires. On passe à la démocratie, donc reconnaissance du vote blanc. Ça, c'est quelque chose qui a été longtemps demandé. Je crois même qu'on nous l'avait promis pour ces élections, et que c'est toujours pas le cas. Donc, une Arlésienne qui est remise sur le tapis. Est-ce que ça verra un jour le jour? Un jour le jour, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on la verra un jour? Je ne sais pas. Alors, donc lui, il est également pour réécrire certains points de la Constitution, je ne sais pas si ça s'appellera la 6ème République, mais il y a certains points fondamentaux qu'il veut revoir, donc la fin du cumul des mandats effective, des législatives à la proportionnelle. Quand vous votez pour votre député, celui qui est élu, c'est proportionnel au nombre de voix et pas par des calculs un peu mathématiques de premier tour, deuxième tour, on ne sait pas vraiment. La fin du 49.3 et passer à un système de septennat non renouvelable. Bon, septennat non renouvelable, ce qui se faisait avant. Et ce qui est assez amusant finalement, c'est qu'auparavant, il y avait des septennats et ils ont été renouvelés, alors que maintenant, on est un quinquennat et les candidats se succèdent. Donc bon, pourquoi pas. Alors, un petit côté social aussi, toujours. Donc, il veut augmenter le congé paternité à 6 semaines. Droit aux allocations familiales dès le premier enfant. Voilà. Pour l'école, alors lui, l'école, il s'y connaît. Donc, c'est son cheval de bataille. Donc, mettre à fond sur l'éducation. Donc, je reprends quelques points. Là, il faudrait détailler, effectivement. Bon, j'essaie de faire une vidéo un peu rapide. Donc, 25 élèves par classe maximum. Donc, 25 élèves par classe maximum. Donc, il prend le principe que, par exemple, s'il y a 4 classes de 25 et qu'il y a 101 élèves, au lieu de faire une classe de 26, eh ben, ça serait toujours... on ferait une 5e classe. Et on repartirait, et on diviserait, ça serait pour le coup 5 classes de 20. Donc là, c'est un système qui demande qu'on augmente le nombre de classes et qu'on emploie des professeurs. Bah, ça tombe bien, il veut augmenter les professeurs, donc 40 000 postes de professeurs en plus pendant le quinquennat. Il veut la formation continue des enseignants, c'est-à-dire qu'effectivement vous êtes enseignant, on vous apprend plus ou moins à être prof, si tentez de savoir ce que ça veut dire, mais là en fait il ferait des journées de formation dans l'année, on va dire une semaine de formation où on revoit les fondamentaux tous les ans et se tenir à nouveau de comment on enseigne. C'est plutôt pas mal. Et également donc valoriser un semestre de mobilité internationale. Donc j'avais fait la vidéo sur Macron en disant qu'il voulait développer Erasmus. Eh ben non, c'est pas le seul. Donc Hamon le propose aussi, donc faire que les étudiants puissent voyager à l'intérieur de l'Europe. Au niveau de la santé, donc c'est pareil, il y a plein de choses à dire, mais bon, je prends les points un peu marquants, on va dire. Donc il propose de rembourser l'activité physique sur des pathologies de longue durée, c'est-à-dire que votre médecin pourrait vous prescrire de faire du sport et que l'inscription, par exemple, à la salle de gym, vous serez remboursé. Légaliser le cannabis. Alors ça c'est un sujet, je sais pas si... Non, je vais pas rentrer dans le débat. Alors, je vous dis juste mon point de vue. Il y a plein de choses qui ont été vues. Il faut se prendre en considération ce qui a été fait dans les autres pays européens. Le Portugal par exemple, et il a été démontré que la légalisation du cannabis avec un système de prévention à côté faisait diminuer la consommation, ça éliminait les trafics, puisque effectivement si vous légalisez le cannabis, on n'a plus des systèmes de petits branleurs dans les banlieues qui mobilisent les cités et leur donnent une mauvaise image.
Ça fait des policiers qu'on peut également pas programmer, mais envoyer sur d'autres sujets qui sont plus importants que ça. Et voilà, ça me rappelle un peu le sketch de Coluche avec Gérard, j'ai vu avec qui, Gérard. Bon, voilà, c'est vieux quoi. Enfin, je sais pas, il y a toujours la petite impression de, je sais pas, il y a l'impression que si la droite s'en empare, je suis à peu près certain qu'il y a des députés de droite qui sont totalement d'accord avec le fait de légaliser le cannabis, mais pour quelque chose de totalement électoral. Dès qu'on en parle, on passe tout de suite pour quelque chose de laxiste, alors que finalement c'est exactement le même problème de l'alcool, sauf que bah, on n'en parle pas parce que c'est quelque chose établi. Mais les choses peuvent changer, quoi. On peut aller de l'avant et faire que les choses s'améliorent. Donc prendre l'argent qu'on va récupérer avec la légalisation du cannabis pour faire des campagnes de prévention, expliquer aux jeunes ce que c'est l'addiction et tout ça, je pense que ça peut vraiment faire baisser la consommation et on se portera bien mieux. J'avais dit que j'en parlais pas, mais j'ai fait long, c'est pas grave. Ensuite, on passe à d'autres sujets. Donc rétablir la police de proximité. L'état d'urgence, il est pour une discussion pour qu'on l'arrête, parce que ça fait quand même longtemps, on ne peut pas rester indéfiniment en état d'urgence. Il est pour l'accompagnement de fin de vie, donc on va dire c'est plus ou moins autorisé l'euthanasie, qui sont autorisés dans d'autres pays européens, donc des gens font le déplacement dans d'autres pays européens, alors que s'il y avait une loi, ça pourrait se faire aussi en France. Voilà, on passe à l'Europe. Donc lui, il parle pas forcément de réécrire tous les traités, mais de faire un traité qui permette d'avoir une assemblée démocratique qui serait finalement représentante des parlements nationaux et du Parlement européen. C'est un gros chantier, et il faut être d'accord avec les autres pays européens. Il veut mettre également en place la taxe Tobin, hein, donc je vous rappelle, c'est une petite taxe sur les transactions financières, donc de l'ordre de 1%, mais ça se compte en milliards de ce que ça pourrait rapporter aux États. Donc c'est une proposition qui a été suggérée en 1972. Ouh, ça ne rajeunit pas, donc on parle toujours de la taxe Tobin, ça n'a jamais été mis en place. Il y a des freins de tous bords, donc bon, il peut toujours le proposer. Voilà. Révision de la directive sur les travailleurs détachés, parce qu'il y a une concurrence un peu injuste, hein, donc là, pareil, d'accord avec Monsieur Mélenchon. Et une coopération européenne dans le domaine de la défense, hein, puisque lui aussi il veut augmenter, je crois, le budget de la défense française de 0,1%, passer aux alentours de 2%. Donc ça c'est pareil, je suis pas recalé sur la défense européenne, donc faites-vous votre opinion. Et enfin, on va finir par son budget. Comment il finance tout ça? Donc, principalement le revenu universel et les augmentations des minima sociaux, etc. Meilleur remboursement, puisque un futur désirable, donc ça coûte un peu d'argent forcément. Donc il est pour augmenter donc pendant les 5 années les dépenses, avec également des dépenses dans la rénovation thermique des entreprises, des bâtiments. Donc augmenter les dépenses de 71 milliards, avec 35 milliards parmi ces 60 milliards qui seraient réservés uniquement au revenu universel d'existence. Donc une grosse part du budget. C'est vraiment son cheval de bataille. Et donc pour les rentrées d'argent, il propose une taxe sur les super profits des banques et également avoir de l'argent en remettant en cause le pacte de responsabilité et le CICE, avec un objectif en fin de mandat de taux de chômage à 5,8%. Voilà, j'espère n'avoir pas été trop long. Donc ça, c'était le programme de Benoît Hamon, le Parti Socialiste. Vous savez tout ce qu'il veut. La question est, est-ce que vous croyez encore à toutes ces belles promesses pour pouvoir voter pour le Parti Socialiste? Et ça, je n'ai pas la réponse. C'est à vous de décider, justement. Voilà, donc à une prochaine. On se revoit pour, je pense, faire Jacques Cheminade. Pourquoi pas. À la prochaine.